Bonsoir à tous et bienvenue aux 20 de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le 5 août 1960, le président Maurice Yamiogo proclame l'indépendance de la Haute-Volta. L'histoire du pays devenu Burkina Faso en 1984 a été marquée par des soubresauts sociopolitiques qui ont vu se succéder au pouvoir 8 chefs d'État. Dans votre 20h, un grand format sur le parcours singulier du Burkina Faso qui souffle aujourd'hui sur ses 55 bougies. En sport, la 29e édition de la Coupe du Faso a été remportée ce soir par l'USFA, l'Union sportive des forces armées. Elle a battu la SFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, sur le score sans appel de 3-0. Le 5 août est la date réelle de l'accession de la Haute-Volta à la souveraineté nationale et internationale. La Haute-Volta change de nom et devient le Burkina Faso le 4 août 1984. En 55 ans, le pays a connu plusieurs régimes d'exception avant de s'engager sur la voie de la démocratie au début des années 1990. De Maurice Yamiogo à Michel Kafando, 8 chefs d'État ont dirigé Voltaïque et Burkinabé. Retour sur les moments forts de l'histoire du pays des hommes intègres avec Jérémy Sié Koulibaly. De foi dans la solidarité de notre destin commun. Ces propos de Ouezin Koulibaly tenus le 17 mai 1957 alors qu'il est porté à la tête du premier gouvernement africain établi sur le territoire de la Haute-Volta résonnent encore aujourd'hui à l'heure où le Burkina Faso célèbre le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. L'idéal rêvé par le lion du RDA prend tout son sens. Dès le 5 août 1960, avec la proclamation de l'indépendance par le président Maurice Yamiogo, premier président de la Haute-Volta indépendante, au nom du droit naturel à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, selon la formule de cette proclamation d'indépendance. Mais l'histoire ne commence pas ce jour-là. Et l'indépendance acquise est la résultante des luttes émancipatrices menées par la mosaïque de peuples installés sur le territoire de l'ex-Haute-Volta. Tout d'abord, pour résister à la pénétration coloniale, ensuite contre le régime du colon, et enfin, pour l'indépendance et la construction d'un État-nation fier, digne et prospère. Une prospérité partagée entre tous les fils et filles du pays, par une juste répartition des fruits de la croissance et du développement. C'est le sens du combat des figures historiques pour l'indépendance. C'est aussi pour cet idéal de justice sociale que le peuple s'est insurgé contre le régime de Maurice Yamiogo. Le mouvement populaire qui emporte le président Yamiogo et la Première République le 3 janvier 1966 se solde par l'instauration d'un régime militaire dirigé par Sangoulé Lamizana, à l'époque lieutenant-colonel. Promu par la suite générale, Lamizana reste en poste 14 ans durant, avant d'être renversé le 25 novembre 1980 par le colonel Seyi Zerbo, qui instaure le CMRPN, le Comité militaire de redressement pour le progrès national. Le coup d'état des colonels ouvre la voie à une période d'instabilité et de soubresauts sociaux politiques. Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État est perpétré. La junte militaire portée au pouvoir, c'est le CSP, le Conseil du salut du peuple, dirigé par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Le 4 août 1983, le CSP a fait long feu. C'est l'avènement de la révolution. L'organe dirigeant du nouveau pouvoir a à sa tête un jeune capitaine de 36 ans, Thomas Sankara, président du Conseil national de la Révolution, chef de l'État. Pour le premier anniversaire de la Révolution, la Haute-Volta devient le Burkina Faso et les voltaïques des Burkinabés. Le 15 octobre 1987,
l'expérience révolutionnaire tourne court et se solde par une tragédie. L'assassinat du capitaine Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. C'est l'acte 1 de la vérification de l'adage selon lequel la révolution finit toujours par manger ses enfants. Un autre capitaine, Blaise Compaoré, est porté à la tête du Front populaire, l'organe dirigeant du mouvement de rectification mis en place à la chute du CNR. Compaoré assume la responsabilité de président du Faso, chef de l'État. Il reste 27 ans au pouvoir. Sa volonté de modifier l'article 37 de la Constitution en vue de briguer un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays est à l'origine du mouvement insurrectionnel des 30 et 31 octobre dernier. Comme en 1966, les Burkinabés découvrent sur la scène politique un autre lieutenant-colonel, Yacouba Isaac Zida, assurant après l'insurrection populaire et le départ de Blaise Compaoré la charge de chef de l'État. Le 21 novembre 2014, il passe cette charge au président Michel Kafando, désigné comme président de la transition, président du Faso, avec pour mission de conduire le Burkina jusqu'à la tenue d'élections libres, justes, équitables et transparentes. Ainsi peut-on résumer l'histoire socio-politique de la Haute-Volta au Burkina indépendant. Une histoire écrite avec la sueur, les larmes et le sang des fils et des filles de ce pays, qui ont sacrifié leur vie pour les idéaux d'indépendance, de souveraineté du peuple et de liberté, pour que vivent des hommes intègres sur cette terre de dignité qu'est le Burkina Faso. Et s'il y a une période qui a particulièrement marqué l'histoire du Burkina Faso, c'est bien celle de la révolution avec la prise du pouvoir par le capitaine Thomas Sankara. La révolution a apporté de nombreux changements sur le plan socio-économique. À Bobo-Dioulasso, plusieurs infrastructures ont été réalisées pendant cette période. Plus de 30 ans après, les souvenirs demeurent encore intacts dans l'esprit de certains Bobolais rencontrés par Lamine Karantao et Karim Sissé. Le rond-point qui est derrière vous, est-ce que vous connaissez le nom? Oui, normalement c'est le rond-point de 3 luttes. Quand est-ce que ça a été construit? Bon, franchement je ne me rappelle pas. Mais je pense que ça doit être sous la Révolution. Je ne sais pas quand ça a été construit. Je connais seulement le nom. Rond-point des 3 luttes. Et pourtant, ce rond-point est l'une des infrastructures qui a été aménagée pendant la Révolution du 4 août 1983. Mais ils sont encore nombreux ceux qui l'ignorent. Ce rond-point baptisé Place du Paysan est aussi le fruit de la Révolution. Il en est de même du lotissement du secteur 17 de Bobo-Dioulasso et du bitumage de l'ex-boulevard de la Révolution. Cette cour, située au quartier Bidouxo, servait de tribunal. 28 ans après la Révolution, certaines personnes s'en souviennent. Antoine Koulibaly, enseignant à la retraite, est l'une de ces personnes. La bataille du rail, vraiment, ça a été un événement spectaculaire. Quand on voit les gens qui quittaient les régions de Bobo, de Banfora, surtout à l'ouest, pour remonter jusqu'à Ouagadougou, et donner leur participation à ce travail commun. Vraiment, c'était un événement extraordinaire. Les travaux des routes, par exemple, les gens étaient volontaires à faire des nettoyages. L'un des défis majeurs de la révolution d'août 1983 était d'inventer un autre avenir pour le Burkina Faso. Pour le président Thomas Sankara et le Conseil national de la révolution, il fallait prendre en main son destin et assumer sa révolte, d'où l'intérêt des travaux en commun au Faso Bara. Les jeunes avaient confiance à ce mouvement-là. On sentait qu'ils avaient confiance. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'on leur demandait de participer à une activité, ils venaient de toute leur bonne volonté. La révolution avait décidé de jouer la carte de la transparence. Pour ce faire, elle a enclenché une lutte contre la corruption, les détournements et autres maux qui minaient l'administration publique burkinabé. Et à chaque mercredi, des têtes tombaient. Ceux qui avaient eu l'occasion d'avoir des postes de responsabilité d'administration croyaient que tout leur était permis de gérer les biens comme ils l'entendaient.
Or, dès la Révolution, on a senti que il fallait changer de façon de faire. Il fallait la transparence. Je me rappelle encore, tous les mercredis, quand il y avait la radio qui annonçait les dégagements et tout ça, là, les gens vraiment étaient inquiets. En 4 ans, le capitaine Thomas Sankara et ses amis ont amené les Burkinabés à être fiers d'eux-mêmes, à prendre en main leur destin et à mettre tous les citoyens burkinabés sur le même pied d'égalité, nous confie cet ancien CDR, Comité de défense de la Révolution. Un ancien CDR qui, malgré le poids de l'âge, n'a pas encore oublié les pas de défilé. La ville de Bobo-Dioulasso conserve encore des monuments de la période coloniale, c'est-à-dire celle d'avant l'indépendance de la Haute-Volta. Visite guidée de certains de ses bâtiments et édifices avec Bitibié, Naon et Moussa Sanon. 55 ans que le colonisateur français a quitté Bobo-Dioulasso en laissant derrière lui plusieurs infrastructures. Des infrastructures dont les charmes rappellent encore aujourd'hui la belle époque coloniale de cette ville, autrefois important centre économique d'Afrique occidentale française. Les colonisateurs avaient installé des comptoirs qui permettaient justement de récupérer les différents produits de cru de notre pays pour exporter. Outre l'activité économique, le colonisateur a laissé des traces dans plusieurs autres secteurs de développement dans la ville de Bobo-Dioulasso, comme l'aménagement du territoire, l'éducation ou encore la santé. Ce sont les Blancs qui ont construit la gare ferroviaire, les grands marchés, les routes Bobo-Dédougou, Bobo-Ouaga, Bobo-Diebougou. Même les grands ponts, ce sont eux, en plus de l'école-centre, du lycée Ouezin, du camp militaire, du commissariat, du gouvernorat ou encore de la maison d'arrêt. Nous avons même le musée de la ville de Bobo-Dioulasso qui est là. Nous avons l'édifice de la mairie qui a fait l'objet de réhabilitation, mais qui est en ce moment parti en feu, qui est là également. Nous avons la bourse du travail qui est là également, et un certain nombre de voiries bitumées, et notamment dans le centre-ville, qui sont là aussi également. Des nostalgiques de la période coloniale, il y en a à Bobo-Dioulasso. Vous n'avez pas de cours, vous vous présentez au cadastre ou au domaine. Alors, on vous programme, on vient, on regarde une place, on tire comme ça, on dit ah ça c'est pour vous. Les Blancs ont beaucoup travaillé pour notre ville. Nous devons les remercier. Le lotissement à leur époque était toujours accompagné de construction de routes et de caniveaux. On dit que non, le plan de lotissement de la ville de Bobo-Dioulasso est vraiment un plan inédit. Tout ça c'est dû au fait qu'il y a eu déjà des préalables, il y a eu des bases qui ont été posées par le colon. La plupart de ces vestiges de la colonisation à Bobo-Dioulasso font la renommée de la ville. Certains aujourd'hui croupissent sous le poids de l'âge et si rien n'est fait, leur survie semble sérieusement hypothéquée. C'est la date de la proclamation de l'indépendance qui a été choisie pour jouer la finale de la Coupe du Faso. La 29e a été remportée ce soir par l'USFA. L'équipe militaire a laminé les fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, 3-0. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le match, voici les différentes réalisations. Attention, et Dramé est parti, il est très rapide, il va trouver le même partenaire, l'USFA pas Dramé, l'USFA, le but, et Dramé qui ouvre le score à la 55e minute. Il était au départ de l'action et à l'arrivée de l'action, Mikhail Dramé, 1-0 pour l'USFA là. 55e minute. Un corner. Ah, je vois pas le Dossa apparemment qui va le tirer. En tout cas, c'est parti. Le but. Le but. C'est pas possible. Oui. En tout cas, le deuxième but. Signé. C'est pas Cyril. Pas Cyril. À la 81e. 89e minute. C'est reparti là-bas pour la formation militaire. Il n'est pas hors jeu, troisième but. Troisième but. Oui, d'abord qu'il y a eu troisième but. Troisième but pour l'USFA. Et le voilà. C'est pas possible. Et le voilà. L'équipe de l'USFA. Encore Cyril. Voilà. Non, le Dossarké. Voilà.
Il s'agit donc Franck Guiaman. Et pour parler de cette finale, nous recevons Mamadou Wena du service sport. Bonsoir Wena. Bonsoir Abouaka. Alors en tant que spécialiste, comment vous avez donc apprécié le niveau technique de cette finale? Nous pensons que cette 29e finale de la Coupe du Faso a été d'un bon niveau technique parce qu'on a eu deux formations de l'USFA et de l'ASFB qui ont d'abord livré une première période quand même acceptable d'un niveau technique, tactique. Mais c'est surtout en seconde période que tout a allé vite avec l'ouverture du score par l'USFA et l'ASFB a essayé d'aller chercher l'égalisation. L'USFA, qui est une équipe qui joue très bien en contre, comme on l'a vu sur les images avec les 3 buts, a réussi à mettre 2 autres buts, surtout les 2 buts qui sont venus à la 89e minute et la 91e minute. Et l'ASFB ne pouvait plus rien faire dans ce match. Et on dira que l'USFA a eu raison de l'ASFB. C'est 2 équipes qui se connaissent. Oui. Alors on peut dire également que ce sont 2 équipes qui sont habituées à la finale de la Coupe du Faso. Oui, ce sont des habitués parce que l'ASFB jouait cet après-midi sa 12e finale de la Coupe du Faso avec 4 victoires, des victoires acquises en 89, en 97, 98 et en 2004. Quant à l'USFA, c'était sa 8e finale et pour cette 8e finale, l'USFA remporte sa 3e victoire dans cette compétition 2002, 2010 et cet après-midi 2015. Et surtout, les 2 équipes s'étaient rencontrées 3 fois en finale avant cette finale et cette finale faisait la 4e opposition en finale de la Coupe du Faso. L'ASFB qui avait remporté en 98 et en 2004 devant l'USFA et l'USFA qui avait remporté en 2002 réussi à remporter cet après-midi et ça fait 2 victoires en 4 finales, 2 victoires partout en chaque donc, équipe. Voilà. Si on veut résumer entre les 2 équipes, c'est comme si c'était un match nul. Ouais, un match nul entre les 2 équipes. D'accord. Oui. Alors, quelles sont les perspectives donc pour l'équipe vainqueur de ces trophées? Oui, l'USFA qui vient d'avoir ce trophée, et au-delà du trophée et de tout ce qui suit, il y a que l'USFA va représenter le Burkina à la Coupe de la Confédération. C'est une compétition entre clubs africains organisée par la CAF qui concerne les vainqueurs de coupe et aussi dans certains pays le 2e du championnat aussi participe, mais au Burkina c'est seulement le vainqueur de la Coupe du Faso qui participe à cette compétition et l'USFA doit défendre vaillamment les couleurs du Burkina et nous espérons que tout sera mis en œuvre pour que cette campagne africaine pour l'USFA soit des plus réussies. Merci Mamadou Wena pour toutes ces informations. La suite du journal l'Université des jeunes leaders édition 2015 a débuté hier à Koudougou, initiée par le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme. Cette rencontre vise à renforcer les capacités de ces jeunes afin qu'ils participent pleinement à l'animation de la vie politique et associative. Claudine Bikaba. Le 4 août, c'est à cette date historique du pays que le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme MBDC a choisi pour ouvrir la 3e édition de l'Université des jeunes leaders à Koudougou. Une université placée sous le thème « Participation politique des jeunes, mode d'opérationnalisation pour une démocratie consolidée ». Nous pouvons donc soutenir cette initiative qui rentre en droite ligne donc des actions que nous menons au niveau du gouvernement. Et nous verrons donc dans quelle mesure les réflexions, les recommandations qui sortiront de son travaux viendront en tant que telles encore renforcer toutes les initiatives qui sont prises au gouvernement pour faire vraiment de la jeunesse un acteur majeur, un acteur clé du processus de développement, particulièrement à cette période où nous avons les élections avec beaucoup de défis à relever. Cette jeunesse, nous devons l'outiller, renforcer ses capacités, développer ses talents. Cette initiative est soutenue par l'ONG suédoise Diakonia qui travaille avec des organisations partenaires pour la promotion, entre autres, des droits humains, du genre et de la gouvernance. Diakonia accompagne le MBDC au regard de plusieurs facteurs, dont le plus important est aujourd'hui le rôle déterminant de la jeunesse dans l'émergence de l'état de droit, dans la consolidation de l'état de droit et dans la prise en main de ses propres responsabilités. Le MBDC attend de cette rencontre des orientations fortes et des engagements fermes, toutes choses qui pourraient ouvrir la voie à une pleine participation de ces jeunes à la vie politique nationale et à des organisations associatives locales dont ils sont issus.
La 4e édition des universités de vacances de la jeunesse chrétienne des Assemblées de Dieu se tient cette année à Tinkodogo, une occasion de détente à travers les activités sportives et touristiques, mais aussi une occasion de cultiver son jardin, notamment en suivant les conférences sur le thème « Défis chrétiens en période électorale ». Salif Belem, Amandine Lalsaga. C'est parti pour une semaine d'activités récréatives et sportives pour ces jeunes chrétiens de l'Église centrale des Assemblées de Dieu. Réunis à Tinkodogo, à la faveur de la 4e édition des universités de vacances de la jeunesse chrétienne des Assemblées de Dieu, JAD, il sera également question pour eux de réfléchir sur un sujet d'intérêt national, la tenue d'élections libres, crédibles et transparentes au Burkina Faso. Défis chrétiens en période électorale est le thème retenu pour l'édition 2015 des universités de vacances de la JAD. Vous savez que la période préélectorale dans beaucoup de pays africains est toujours marquée par une instabilité, la violence et l'incivisme. Et en tant que jeunes, nous avons pensé que la jeunesse chrétienne devrait être au parfum des choses. Nous voulons outiller nos jeunes. Ayant choisi de venir passer donc ce temps ici, l'intérêt est évident et je voudrais donc les encourager à se laisser aller et à être proactifs, mais également les exhorter à retenir tout cela pour que ça serve après, pas seulement à eux, mais qu'ils soient démultiplicateurs de tout ce qui sera retenu ici. Les universités de vacances de la jeunesse chrétienne des Assemblées de Dieu se tiennent tous les 2 ans. Une initiative née en 2009 et vise à mobiliser les jeunes autour de la parole de Dieu. Les autorités de la région du Sahel ont visité les exploitations des producteurs et éleveurs qui bénéficient de l'accompagnement technique et financier du projet Profil. L'objectif de ce projet est de booster les filières agricoles dans cette partie du Burkina Faso, un engagement salué par les visiteurs du jour. Seydouzoum. Les autorités de la région du Sahel sur les traces des réalisations du Profil, le projet d'appui aux filières agricoles. Ici à Togmawel dans le Soum, le groupement féminin d'Eural a bénéficié de la subvention du Profil pour la production du niébé. Fort de 16 membres, ce groupement exploite aujourd'hui une superficie de 12 hectares avec une production annuelle de 9600 kg. Autre lieu, haute réalisation. Le groupement Alanu de Kobaoua fait de l'embouche ovine dont les retombées sont considérables. À Pogbe Mengao, la coopérative des producteurs sémenciers de l'Oromi mène ses activités grâce à l'appui du Profil. On a eu un magasin, on a eu un fonds de roulement. Donc vraiment, on pourrait dire sur ça, on a eu des formations, jusqu'à 3 formations avec les profils. Vraiment, nous sommes contents. Si on a des projets comme ça veut dire qu'on va lutter contre la faim. Réduire la pauvreté, c'est justement l'objectif visé par le Profil. Et durant ces 3 dernières années, le projet a financé 1500 micro-projets et accompagné 40 organisations fêtières dans le Sahel. Des motifs de satisfaction pour le chef d'antenne du Profil de Dori. Quand on voit qu'à travers le partenariat avec Seracom, voilà, le Profil a pu appuyer des producteurs de sésame bio et a pu financer même la mise en place d'une union provinciale de producteurs de sésame. On peut dire qu'un des objectifs du Profil a été atteint. Financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA et l'État burkinabé, le Profil prend fin en décembre 2015. Les responsables du projet souhaitent que ces acquis soient consolidés en vue de réduire la pauvreté en milieu rural. Outre le Sahel, le Profil intervient dans le nord, le centre-nord et la boucle du Moun. Le projet Paix à travers le développement phase 2 a fait des heureux. Parmi ses partenaires, il a remis des équipements techniques à certaines radios, du matériel informatique, des fournitures et équipements scolaires aux écoles de sa zone d'intervention. Amadou Ilboudo, Yolande Lompo. Des équipements de production et de reportage, du matériel didactique et scolaire, c'est la composition du don du projet Paix à travers le développement PDF 2 au profit de ses 12 radios partenaires et 16 établissements secondaires afin de renforcer leurs capacités. Dans notre travail au quotidien, c'est un défi
dans cette recherche donc, du matériel de qualité pour être à l'aise dans le travail. Et je crois que PDF, en ayant cette vision donc, de nous accompagner non seulement au niveau des radios, mais également dans l'école, c'est pour pouvoir booster le travail qui est fait au quotidien. Pour nous, en tant que communicateurs, en tant que représentants donc, de ces différentes écoles bénéficiaires, nous ne pouvons que nous réjouir. Les régions du Sahel, du Nord et du Centre sont les zones d'intervention du PDF2 dont l'objectif est d'accroître la résilience communautaire contre l'extrémisme violent. Et le coût du matériel s'élève à près de 31 millions de francs CFA. Nous avons entrepris de les soutenir par des actions multiformes. Au nombre de ces actions, on a les formations, le renforcement des capacités, des journalistes jusqu'aux techniciens radio. Nous attendons de ces radios des émissions qui répondent à l'éthique. Nous attendons de ces radios une bonne diffusion et une bonne audience. Financées par l'USAID, les zones d'intervention du projet en Afrique de l'Ouest sont le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Les efforts de 11 entreprises et institutions qui contribuent à réguler la circulation et à réduire les accidents de la route ont été récompensés au cours de la nuit de la sécurité routière. L'objectif est d'encourager ces structures afin qu'ils continuent à œuvrer pour la fluidité de la circulation. Lassina Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. Des feux tricolores et bon nombre de panneaux de signalisation dans les villes du Burkina Faso sont souvent installés par des entreprises ou institutions. Ces entreprises ou institutions, au nombre de 11, qui se sont le plus mobilisées autour de l'État pour promouvoir la sécurité routière, ont été distinguées en une nuit organisée à leur honneur. La distinction de tous ces lauréats a été... nous l'avions fait avec la police nationale, nous l'avions fait avec les autorités de la place et nous sommes partis d'un constat de ceux-là qui apportent une contribution de façon concrète à la régulation de la sécurité routière au Burkina Faso. C'est un travail qui doit être fait ensemble. Je pense que la sécurité routière aujourd'hui n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais l'affaire et du gouvernement et de la société civile et des ONG. Et c'est ensemble que nous devrons donc gagner ce combat que nous avons. La nuit de la sécurité routière a également été une occasion pour la direction des transports de rappeler que les accidents routiers constituent la seconde cause de mortalité dans notre pays et que l'insécurité routière coûte à l'État burkinabé 1% du produit intérieur brut. On s'arrête là pour cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.